professionnels intégrés, les francs-tireurs, les artistes populaires et les naïfs. Igor Stravinsky n'avait pas beaucoup de difficultés à trouver des interprètes pour ses œuvres novatrices, mais le compositeur américain Charles Ives, qui était son contemporain, a écrit des œuvres que l'on n'a jamais jouées de son vivant. Les jardins publics américains sont pleins de statues d'hommes célèbres, exécutées bien souvent par des sculpteurs fort peu célèbres. Mais comme Calvin Trillin l'a noté à propos des fameuses tours de Watts construites à Los Angeles par Simon Rodia et menacées de destruction à une époque, les responsables municipaux de l'urbanisme, qui seraient enclins à respecter la majorité des œuvres d'art, sinon à les défendre vraiment, ont tendance à assimiler les œuvres monumentales et inclassables aux immeubles de bureaux, aux maisons ou plus grave, aux constructions qui n'entrent dans aucune catégorie. Des musées d'art contemporain ont accueilli des œuvres en tissu réalisées par des praticiens de la sculpture molle, mais les Américains qui confectionnent des kilts présentent leurs travaux dans des foires régionales. Partout où il existe un monde de l'art, c'est lui qui délimite les frontières de l'art recevable. Il admet en son sein les auteurs des œuvres d'art reconnues comme tels et rejette tous ceux dont il ne peut avaliser les créations. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ces choix décisifs opérés à grande échelle par les institutions d'un monde de l'art excluent bien des gens dont les œuvres ressemblent beaucoup à des productions artistiques reconnues. On s'aperçoit aussi que les mondes de l'art finissent souvent par revendiquer des œuvres qu'ils avaient rejetées dans un premier temps, d'où l'on déduit que la différence ne réside pas dans les œuvres mêmes, mais plutôt dans la capacité d'un monde de l'art à accueillir les œuvres et leurs auteurs. Si on prend l'ensemble des personnes qui travaillent dans une discipline donnée, indépendamment de l'étiquette que leur donne le monde de l'art, on trouve un éventail de situations qui va de la dépendance totale à l'égard du monde de l'art et de ses rouages, jusqu'à la marginalité des gens dont les œuvres ne correspondent pas aux façons de faire normales. Certaines personnes réalisent des œuvres qui ressemblent à de l'art, du moins aux yeux de quelques observateurs, mais elles les produisent dans un monde totalement distinct de celui de l'art, par exemple un monde de l'artisanat ou des activités domestiques. D'autres accomplissent leur travail dans l'isolement complet, sans le soutien d'un monde de l'art ni d'aucun autre secteur organisé de l'activité sociale. Si nous comparons ces modes de travail, les particularités des démarches atypiques nous révèlent par contraste comment les choses se passent quand elles empruntent la voie normale. Pour les besoins de l'analyse, nous supposerons que la façon normale de réaliser des œuvres d'art consiste à les faire au sein d'un monde de l'art. L'hypothèse a surtout l'avantage de s'accorder avec la conception courante qui nous empêche d'habitude de saisir le fonctionnement ordinaire des mondes de l'art, en le réputant connu de tous, et donc sans intérêt. La comparaison nous révèle que des choses apparemment normales pour les professionnels de l'art pourraient en effet se passer autrement et donner des résultats différents. Pour voir comment les liens avec les mondes de l'art déterminent ce que font les gens, nous observerons donc les conduites des personnes qui ne connaissent ni les avantages, ni les contraintes d'une participation au monde de l'art. Le travail effectué varie selon les modalités de la participation à un monde de l'art. Mais cela ne veut pas dire que la nature de la participation se reflète directement dans l'œuvre. Je distinguerai les professionnels intégrés, les francs-tireurs, les artistes populaires et les artistes naïfs. Ces termes ne caractérisent pas tant des personnes que les types de relations que des personnes entretiennent avec un monde de l'art organisé. De la même manière, l'œuvre ne témoigne de ses relations avec un monde de l'art que si elle est confrontée à la production d'autres mondes de l'art contemporain. Car cette même œuvre, comparée à ce qui se fera à un autre moment dans un monde de l'art, pourra très bien présenter nombre de similitudes et voir s'évanouir sa différence. J'insiste sur la valeur purement relationnelle des termes employés, parce que les artistes dont nous allons évoquer le travail sont souvent qualifiés d'originaux, de cinglés ou de braves ingénus. Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas cela qui fait la singularité de leurs œuvres. Après tout, beaucoup d'artistes professionnels sont aussi excentriques et aussi cinglés, même si très peu sont de braves ingénus. Il est certes difficile de ne pas remarquer la dimension peu commune de certaines de ces personnalités, mais ce n'est pas ce qui importe ici. Les professionnels intégrés
Imaginons pour un monde de l'art donné une œuvre d'art canonique qui se conformerait exactement aux conventions en vigueur dans ce monde-là. Une œuvre d'art canonique serait celle pour laquelle tous les matériaux, les instruments et les structures d'organisation ont été conçus, celle qui correspondrait parfaitement à la formation reçue par toutes les personnes qui coopèrent à sa réalisation. Les exécutants, les fournisseurs, les personnels de renfort de toutes sortes et surtout le public. Comme toutes les personnes concernées sauraient exactement ce qu'elles doivent faire, la réalisation de l'œuvre présenterait un minimum de difficultés. Les fournisseurs procureraient le matériel adéquat, les exécutants interpréteraient correctement les indications qu'on leur donnerait, les musées offriraient le type d'espace et d'éclairage le plus approprié, et le public se montrerait tout de suite réceptif. Une telle œuvre pourrait bien ennuyer tout le monde. Par définition, elle n'aurait rien de nouveau, d'unique ou de surprenant, rien qui puisse déranger ou émouvoir. Les tableaux accrochés au mur des hôtels répondent tout à fait à cette définition de l'œuvre canonique. Imaginons maintenant un artiste canonique, pleinement préparé à produire des œuvres canoniques et parfaitement capable de les produire. Il serait complètement intégré dans le monde de l'art. Il ne donnerait aucune inquiétude aux personnes appelées à coopérer avec lui, et ses œuvres rencontreraient un public aussi vaste que favorable. Disons que cet artiste serait un professionnel intégré. Les professionnels intégrés ont le savoir-faire technique, les aptitudes sociales et le bagage intellectuel nécessaire pour faciliter la réalisation des œuvres d'art. Comme ils connaissent, comprennent et utilisent couramment les conventions qui régissent leur monde de l'art, ils s'adaptent aisément à ces activités ordinaires. Si ce sont des compositeurs, ils écrivent une musique que les exécutants savent déchiffrer et peuvent jouer sur les instruments existants. Si ce sont des peintres, ils utilisent le matériel existant pour produire des œuvres qui, par leur format, leur conception, leurs lignes, leurs couleurs, leur forme et leur contenu, trouvent naturellement leur place dans les espaces d'exposition existants et correspondent aux capacités de réaction du public. Ces artistes s'en tiennent à ce que le public potentiel et l'État estiment convenable. En utilisant et en respectant les conventions qui gouvernent les matériaux, les formes, les contenus, les modes de présentation, les dimensions, les volumes, la durée et le mode de financement, les professionnels intégrés permettent une réalisation facile et rationnelle des œuvres d'art. Un nombre important de personnes peuvent coordonner leur activité sans gaspiller leur temps ni leurs efforts, grâce à la simple connaissance des conventions que chacun est censé observer. Si je souligne la facilité relative avec laquelle les professionnels intégrés réalisent leurs œuvres, je n'affirmerai pas pour autant qu'ils n'ont jamais de problème. Les participants à un monde de l'art ont un intérêt commun, à ce que les choses se fassent, mais ils ont aussi des intérêts personnels qui peuvent être source de différends. Bon nombre des conflits qui opposent les différentes catégories de participants sont chroniques et traditionnels. Les auteurs dramatiques et les compositeurs voudraient que les interprètes respectent l'esprit de leurs œuvres, mais les acteurs et les instrumentistes souhaitent surtout se montrer sous leur meilleur jour. Les écrivains aimeraient reprendre leurs romans quand ils sont déjà chez l'imprimeur, mais ces corrections sont trop coûteuses pour le goût des éditeurs. De même, les conditions de travail peuvent se révéler difficiles et contraignantes pour les professionnels les mieux intégrés qui soient. La vedette d'une pièce de théâtre à succès se retrouve condamnée à jouer le même rôle 8 fois par semaine pendant 2 ans d'affilée. On peut demander à un compositeur qui travaille pour le cinéma de produire dans un délai de 6 semaines 80 à 90 minutes de musique, répondant à des contraintes techniques très précises et capable de créer une ambiance toute particulière. Plus un monde de l'art est organisé, plus il est susceptible d'engendrer des normes qui exigent les compétences d'un professionnel confirmé. Aussi, le fait d'être un professionnel intégré, parfaitement adapté à un monde de l'art, ne saurait-il garantir une vie facile et paisible. Les professionnels intégrés inscrivent leur activité dans une tradition commune de problèmes et de solutions, Kepler. Ils abordent sous le même angle les problèmes de leur art et s'accordent sur les critères de validité des solutions. Ils connaissent les diverses tentatives de réponse à ces problèmes, ou du moins quelques-unes d'entre elles, et les nouveaux problèmes qu'elles ont soulevés. Ils connaissent l'histoire du genre qu'ils pratiquent, comme leur personnel de renfort et leur public, de sorte que tous peuvent comprendre ce qu'ils ont voulu faire et dans quelle mesure ils ont réussi. Tout cela facilite l'activité collective nécessaire à la création des œuvres d'art. En s'appuyant sur cette tradition commune,
de problèmes et de solutions. Les professionnels intégrés peuvent produire des œuvres aisées à reconnaître et à comprendre, mais pas au point d'être dénués d'intérêt. Ils peuvent faire naître chez un public bien informé certaines incertitudes quant à la démarche qu'ils vont adopter, car leur travail ne se réduit pas obligatoirement à la répétition de gestes rituels. Ils connaissent bien des façons de manipuler les matériaux courants pour créer des effets artistiques et susciter des émotions. Une forte proportion des gens qui travaillent dans un monde de l'art sont par définition des professionnels intégrés. Un monde de l'art cesserait d'exister s'il ne disposait pas en permanence de personnes capables de fabriquer ces produits caractéristiques. Les réseaux de distribution que les mondes de l'art mettent sur pied, galeries, salles de concert, théâtres, maisons d'édition, doivent être alimentés par une création continuelle. Quand ces institutions cessent leurs activités, le volume de production exigé peut diminuer. Mais tant qu'elles fonctionnent, elles sont demandeuses d'œuvres, et tous ceux qui aspirent à devenir ou à rester des professionnels intégrés sont là pour leur en fournir. En outre, le système esthétique en vigueur dans un monde de l'art homologue à peu près la quantité d'œuvres nécessaires pour alimenter les circuits de diffusion. De là vient que les mondes de l'art semblent traiter les professionnels intégrés et leurs œuvres comme s'ils étaient interchangeables, comme si tout ce qui les distingue n'empêchait pourtant pas de les substituer les uns aux autres, sans grand inconvénient. Je ne peux pas organiser une exposition Picasso dans mon musée. Alors je pourrais sans doute monter une exposition Matisse, et ce sera aussi bien, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Horowitz ne peut pas jouer avec notre orchestre. Rubinstein est parfaitement capable de le remplacer. Et il en va de même à tous les échelons de la notoriété. Une personne qui veut exposer 20 photographes américains contemporains ou publier 20 poètes anglais contemporains trouvera toujours de quoi remplir ses créneaux. Mais à évoquer le caractère interchangeable des artistes et de leurs œuvres, on fait violence au dogme des mondes de l'art qui interdit de méconnaître les différences entre les artistes et entre les œuvres, et tout particulièrement les différences de qualité. Ne sait-on pas qu'un connaisseur est toujours en mesure de distinguer parmi les artistes et les œuvres de tel ou de tel domaine ceux qui méritent l'attention et ceux qui ne la méritent pas? Dans la pratique, pourtant, les participants au monde de l'art estiment dignes d'attention de très nombreux artistes, et pas seulement les meilleurs, pour l'excellente raison qu'il faut donner leur chance à beaucoup de gens si on veut découvrir les vrais talents. Et puis comment savoir si quelqu'un qui ne mérite pas l'attention aujourd'hui ne se révélera pas important demain? Si on ne s'intéressait qu'aux meilleurs d'entre les meilleurs, les galeries resteraient fermées 11 mois par an. Les salles de concert ne fonctionneraient que de loin en loin, et les éditeurs publieraient infiniment moins de livres. Il n'y aurait bientôt plus rien pour accueillir les talents nouvellement révélés, car il n'est pas possible de maintenir ces organisations dans une activité aussi intermittente. Les mondes de l'art surmontent la contradiction entre un élitisme de principe et leurs exigences pratiques en établissant une distinction entre les grands artistes, désignés par des appellations diverses, et les artistes compétents. En règle générale, les critères en vigueur permettent de faire facilement cette distinction, mais les critères changent et les jugements portés dans un monde de l'art concordent rarement avec ce que l'on tiendra pour le verdict de l'histoire, c'est-à-dire les jugements émis plus tard par d'autres membres du même monde de l'art. Pour présenter les choses d'une manière moins neutre et moins charitable, nous pourrions dire que dans tout monde de l'art, la majorité des praticiens passent pour de simples tâcherons aux yeux de leurs confrères, des travailleurs compétents mais sans envergure, qui fournissent le volume d'œuvres nécessaires au fonctionnement du monde de l'art. Seul un monde de l'art organisé, qui produit des professionnels intégrés, peut avoir des tâcherons, ces tâcherons. Si les différents organismes n'avaient pas un besoin constant d'œuvres à diffuser, et s'il n'existait pas de tradition propre à rendre intelligibles et même intéressantes des œuvres banales, il n'y aurait pas de tâcherons de l'art. Seul ce contexte peut inciter à prendre tant d'œuvres au sérieux et d'offrir à leurs auteurs les moyens de poursuivre une carrière d'artiste. Les professionnels intégrés qui assurent le bon fonctionnement d'un monde de l'art ont une production abondante. Harrison et Cynthia White estiment que dans les années 1860, la machine artistique de la peinture française mobilisait 5000 peintres qui produisaient chaque année quelques 20 000 tableaux d'honnête qualité.
Si elle existait, les statistiques ne seraient pas très différentes pour les nouvellistes américains à l'époque où de nombreuses revues les publiaient, où 12 proportions gardées, toutes proportions gardées, compte tenu de la lourdeur des investissements pour les auteurs dramatiques à l'âge d'or de Broadway. Les œuvres de ceux que l'opinion contemporaine élève au rang des talents exceptionnels, les vedettes qui se détachent de la masse des tâcherons et autres ouvriers de l'art, ont plus de chances de durer assez longtemps pour affronter le jugement de la postérité, dès lors qu'elles font l'unanimité à leur époque. Elles le doivent aux bibliothèques, aux musées et autres structures de conservation qui choisissent automatiquement les œuvres élues par l'opinion contemporaine. Les dispositifs de conservation, qui sont assez peu sélectifs, assurent en fait la survie d'une beaucoup plus grande quantité d'œuvres. Les professionnels intégrés occupent par la force des choses une place prépondérante dans ce livre. C'est à eux que l'on doit l'essentiel de ce qui se fait au nom de l'art dans une société donnée. Dans la suite de ce chapitre, nous allons examiner d'autres modes de production de l'art, parce qu'ils éclairent la situation des professionnels intégrés, et parce que certaines des œuvres produites selon ces modes différents sont reconsidérées et finissent par s'intégrer dans la tradition d'un monde de l'art. Les francs-tireurs. Chaque monde de l'art a ses francs-tireurs, des artistes qui ont appartenu au monde officiel de leur discipline, mais n'ont pu se plier à ces contraintes. Ils apportent des innovations que le monde de l'art ne peut accepter, parce qu'elles sortent du cadre de sa production habituelle. D'autres participants à ce monde, parmi le public, les personnels de renfort, les bailleurs de fonds et les distributeurs, refusent de coopérer à ces innovations. Au lieu de renoncer à leurs projets pour en revenir à des styles et des techniques plus faciles à faire accepter, les francs-tireurs poursuivent leur travail, sans le soutien du monde de l'art, alors que les professionnels intégrés admettent sans réserve les conventions de leur monde. Les francs-tireurs ne gardent que des relations assez distantes avec ce monde, car ils ne participent plus directement à ces activités. Les francs-tireurs font des débuts tout à fait classiques. Ils apprennent les mêmes choses que toutes les nouvelles recrues de le monde de l'art. Ainsi, Charles Ives, franc-tireur par excellence, avait étudié à Yale auprès de Horatio Parker, un compositeur conventionnel dont l'enseignement se situait dans la tradition allemande, fort à la mode en ce temps-là. Il apprit les règles de l'harmonie et du contrepoint et étudia les formes musicales consacrées, développant sa maîtrise de toutes ces techniques classiques à grand renfort d'exercices scolaires. Il avait commencé cette formation avec son père, musicien à Danbury, dans le Connecticut. Moins réputé que Parker, mais plus audacieux, celui-ci lui avait aussi donné le goût de l'expérimentation, notamment dans le domaine de la polytonalité. Aussi, Ives composait-il des musiques que son professeur jugeait inacceptables, préfigurant par là les réactions du monde de la musique professionnelle à New York. Rossiter. Bien entendu, les francs-tireurs se heurtent à l'hostilité des autres membres du monde de l'art quand ils présentent leurs innovations. Une œuvre qui enfreint ostensiblement certaines conventions du monde de l'art laisse présager les difficultés qu'il y aura à coopérer avec son auteur. Elle manifeste un tel mépris des usages que l'artiste est soupçonné d'ignorer les principes élémentaires ou de les bafouer ouvertement. Le même raisonnement conduit certaines personnes à des réactions disproportionnées face à des conduites supposées déviantes dans d'autres domaines. Becker. Aux yeux des musiciens des orchestres new-yorkais, c'était de propos délibérés qu'Ives écrivait une musique sommaire, barbare, pleine de dissonances, informe et vulgairement inspirée du répertoire populaire et religieux de l'Amérique profonde. Ces archives personnelles nous apprennent que des amis musiciens s'en allaient offusqués quand il leur jouait des œuvres de sa composition. Rossiter relate dans sa biographie d'Ives la rencontre du compositeur avec un violoniste célèbre à l'époque, en se fondant sur ses carnets personnels. En 1914, pensant que ce serait une bonne idée de demander à l'un des soi-disant grands instrumentistes de s'essayer à sa musique, Ives invita West Reading un certain Franz Mielke, que sa femme avait connu à Hartford. Ce violoniste cabotin, borné, susceptible et vaniteux, qui s'était fait une réputation parce qu'il était arrivé dans notre pays comme premier violoniste d'Anton Deidel, refusa tout net la musique d'Ives. Il est sorti du petit salon de musique en se bouchant les oreilles, et il a déclaré que quand on avale
des choses indigestes, on peut toujours en délester son estomac, mais qui ne pouvait chasser de ses oreilles ces sons atroces, recite-t-elle. Pendant plus de 20 ans, la musique d'Ives ne fut pas jouée en public, et ni les musiciens professionnels, ni les amateurs avertis ne voulurent s'y intéresser.